Il faut savoir que dans le monde, ces 30 dernières années, ce sont plus de 100 000 molécules de synthèse qui ont été créées pour l'industrie, pour l'agriculture ou pour faciliter notre vie courante. Déchets industriels charriés par le Rhône et pesticides agricoles, le cocktail est mortel. J'aimerais vous rappeler cette triste réalité. La France est le premier consommateur au monde de pesticides à l'hectare. Un record tenu par les agriculteurs, mais aussi par les jardiniers amateurs. Charles Sultan, qui est le chef du service pédiatrique à l'hôpital de Montpellier, a mené des études qui s'avèrent très inquiétantes. Professeur, vous constatez dans votre service des nouveaux problèmes de santé chez les enfants. Expliquez-moi. Eh bien, il s'agit surtout de maladies des glandes endocrines, qui se caractérisent par des malformations génitales, par des retards de croissance à la naissance, par des troubles du développement, par des pubertés précoces chez les petites filles. Donc voilà toute une série de troubles dont la fréquence semble être en augmentation. Non seulement dans le service, au CHU de Montpellier, mais c'est une observation qui est relayée par tous les services de pédiatrie de France et d'Europe. Chez les enfants venant de quel milieu? Première observation, la fréquence des malformations est décuplée en Languedoc-Roussillon. Deuxième observation, nous avons pu montrer que les enfants d'agriculteurs, ou tout au moins les enfants dont les parents utilisaient des pesticides, des herbicides et d'autres produits chimiques, avaient un risque 2 fois supérieur de développer une malformation génitale que les enfants vivant dans des conditions urbaines. Il y a 1 an, nous avions en charge un enfant dont le père est responsable de vergers dans le Gard. Il produit des pêches. Eh bien, nous avons pu démontrer que la malformation que présentaient ces 2 enfants était vraisemblablement d'origine environnementale. Eh bien, le père nous a apporté la liste des produits chimiques qu'il utilisait sur ses pêchers. La liste comporte 22 produits chimiques. Je pense que cette information à elle seule suffit à démontrer le risque. Vous êtes un spécialiste des enfants, mais chez les adultes aussi, il y a beaucoup de problèmes dus aux pesticides. Oh, tout à fait. Je pense que la diminution du volume du sperme, la diminution du nombre de spermatozoïdes, la fréquence des cancers du testicule chez l'homme jeune, l'augmentation de la fréquence des cancers de la prostate, l'explosion des cancers du sein chez la femme jeune, pour certaines équipes, sont à mettre en partie ou en totalité sur le compte d'une contamination environnementale par des produits chimiques. Ce sont des doses infimes qu'on attrape tous les jours dans tout ce qu'on mange, dans même ce qu'on respire. C'est ça le problème, non? Mais c'est le cœur du débat. Car il s'agit de doses infinitésimales qui, testées en laboratoire, n'ont aucun impact. Mais il faut prendre en compte, d'une part, le nombre de produits chimiques, plus de 100 000, leur addition, leur rémanence. Elles vont persister dans le tissu adipeux pendant 10, 20 ou 30 ans et être relarguées progressivement. Donc, ce sont tous ces éléments qu'il faudrait évaluer avant de mettre sur le marché un nouveau produit chimique à visée pesticide, insecticide ou fongicide. Je considère qu'on m'a pourri, qu'on a pourri toute ma famille, qu'on m'a pourri les générations futures. Parce que les enfants qui sont là, quelque chose que je dis souvent, l'enfant qui n'est pas encore né est déjà pourri. La Martinique est devenue un grand cercueil mal verni. Ce cercueil-là est mal verni, très mal verni. C'est ça qu'il faut que tous les Français, tous les métropolitains, et que le monde entier le sache. Il faut que le monde le sache. Depuis 50 ans, les terres sont irriguées, labourées, gorgées d'engrais et de pesticides. Et la conséquence, c'est que les vers de terre, les insectes et les bactéries qui font la vie des sols disparaissent. On va rejoindre Lydia et Claude Bourguignon. Moi, je les appelle les docteurs de la terre. Ce sont de microbiologistes du sol. Et ce qu'ils disent ne plaît pas à tout le monde. Docteurs de la terre, ça veut dire que les terres sont malades. Vous dites fatiguées. Oui, on dit fatigué. En agriculture, on utilise le terme fatigue des sols. Et les sols, il commence à y avoir beaucoup de sols fatigués en Europe. C'est des sols qui ont des chutes de rendement malgré tous les apports d'engrais et de pesticides qu'on fait. Et nous, quand on fait des études, on se rend compte avec Lydia que c'est toujours des sols qui ont perdu leur faune et qui sont en train de mourir sur le plan biologique. Un ver de terre, il vous remonte son poids de terre tous les jours en surface. Et tous les jours, il vous remonte de la potasse, du phosphore. Et bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare.
Les sols sont morts. Quelque part, c'est terrifiant, mais quelque part, il n'y a plus de vie. On met beaucoup plus de fertilisants et d'engrais qu'avant, et les rendements n'augmentent pas. C'est l'homme qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable. Parce que l'homme a considéré que le sol était un... On a simplifié l'agriculture. On dit que le sol, c'était un support inerte, alors que c'est le milieu le plus riche sur le plan biologique. Et cette simplification a entraîné une agriculture qui met des engrais chimiques, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'engrais chimiques pour nourrir des plantes. Ces engrais chimiques rendent les plantes malades. Donc, du coup, on met des pesticides qui tuent la vie des sols et on rentre dans un cercle vicieux. Vous voyez, là, regardez ce sol. Ça, c'est le sol de surface. Il a perdu complètement sa faune. Il y a de la mousse qui vient. Alors que dessous, en fait, il a été moins touché. Et vous voyez, regardez la structure qu'il a. Alors qu'au-dessus, il est complètement compacté. Parce qu'elle était compactée par tous les tracteurs qui passent et qui repassent. Machines, voilà. Et la mousse, c'est une plante qui pousse sur les cailloux. Donc ça veut dire que ce sol est en train de devenir un caillou. Alors que normalement... C'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Pas pour tout de suite, mais ça commence, ça annonce. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà un début de dégradation qui s'annonce. Donc là, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de dire à l'agriculteur, attention, si vous ne réapportez pas de la vie dans ce sol, il va devenir une roche. Qu'on importe une grande partie du blé qui sert à faire le pain en France. Oui, nos blés ne sont pas d'assez bonne qualité, donc nous importons ce qu'on appelle des blés de force, qui viennent d'Argentine ou d'Amérique du Nord, pour réussir à faire un pain avec nos blés qui sont trop poussés aux engrais. Ils sont, si vous voulez, les engrais, c'est un petit peu comme l'enfant que vous nourrissez uniquement avec du sucre et du gras, il devient énorme. Ah ça, il est beau, il est gros, mais il n'est pas en bonne santé. Comment vous voyez l'avenir ? On est pessimiste, puis en même temps, on voit dans des pays comme l'Amérique du Sud démarrer ces techniques de semi-direct. Alors c'est quoi le semi-direct ? Alors, le principe du semi-direct, c'est de copier la forêt. La forêt, il y a toujours de la végétation. Et si vous voulez, la végétation, c'est comme nos cheveux sur notre crâne. Ça protège. Donc, ce qu'il faut, c'est jamais laisser les sols nus. Donc, on va tout le temps mettre des cultures. On va remonter la population de vers de terre. Le sol va à nouveau devenir filtrant. Et l'agriculteur n'aura plus besoin d'irriguer. Il va diminuer année après année ses engrais. Et il va pouvoir refaire vivre ses sols. Ça a été fait, ça, en France ? Alors, en France, il y a à peu près, je dirais, il y a quoi ? Il y a 10 000 hectares en France qui se sont faits comme ça. 2%. Très peu, hein. Pour vous donner une idée, dernier agriculteur qu'on a mis en semi-direct, sur 90 hectares, première année, il a économisé 7 000 € de fioul. Vous savez, pour un jeune agriculteur qui s'installe, gagner 7 000 € de fioul, il est plutôt content parce qu'il a pu à labourer, à faire fumer le tracteur. Donc petit à petit, au début, les autres rigolent, puis après, ils disent mince, quand même, il s'en sort mieux que nous. Donc petit à petit, vous voyez, c'est l'espoir. 30% des sols de la planète connaissent une chute de fertilité. C'est le cas en Inde. Et pourtant, il y a 40 ans, ce sont ces engrais, ces pesticides qu'on accuse aujourd'hui qui ont sauvé le pays de la famine. Aujourd'hui, ce modèle est à bout de souffle et il a de lourdes conséquences humaines. Au lieu de pratiquer une seule culture, maintenant l'agriculteur fait pousser 25 espèces végétales différentes sur le même champ. Des courges, du blé, du maïs. Sans produits chimiques, les abeilles, indispensables à la pollinisation et menacées d'extinction dans le monde entier, sont revenues ici. La terre si fatiguée du Pendjab a retrouvé ses nutriments naturels. Vous voyez là, j'ai fait pousser 2 types de plantes différentes. Elles se nourrissent mutuellement comme des fertilisants. Cette plante-là, c'est comme un engrais naturel. Elle alimente l'autre à côté. Tout se trouve dans la terre. Solution pour aller rapidement à cette agriculture durable. L'agriculteur peut être le garant de la biodiversité quand il est incité à protéger son milieu, quand il est incité parce qu'il est correctement rémunéré. C'est pas la peine d'aller faire du maïs là où on n'a pas suffisamment d'eau. C'est pas la peine de faire du coton avec énormément d'engrais, de pesticides. C'est pas la peine de vouloir produire n'importe quoi, n'importe où. Alors qu'il travaillait sur le colza OGM, il s'est rendu compte que le nouveau gène inséré dans la plante n'était pas stable. Il avait muté. La situation est très préoccupante. Près de 90% des variétés végétales agricoles recensées en 1900 ont disparu. Dans un rapport récent, les experts de la FAO, la FAO, c'est la très sérieuse organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Eh bien, ces experts affirment qu'on pourrait nourrir la planète avec une agriculture biologique. C'est incroyable. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous a dit pendant de nombreuses années. Nous devons changer nos habitudes. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il faut tendre la main aux agriculteurs et aider par nos achats ceux qui vont dans le bon sens. Il faut retrouver ce lien qui nous unit. Rendez-vous compte, toutes les 20 minutes, une exploitation agricole ferme. Mais quel gâchis! Dans 40 ans, on sera 9 milliards. C'est 9 milliards d'humains à nourrir.
Être paysan, c'est un métier d'avenir. On aura besoin d'eux. Eh bien, eux, ils ont besoin de nous maintenant. Bonsoir. Je ne veux pas oublier de dire merci à ces femmes et à ces hommes qui nous ont fait réfléchir pendant cette émission. Merci à André Pochon, cet ancien agriculteur. Les méthodes d'élevage qu'il propose sont pleines de bon sens. Merci à Éric Coulet, qui a su nous alerter sur les dangers qui menacent la Camargue. Merci au professeur Sultan. Ses études sur les effets des pesticides sur nos enfants doivent être entendues. Merci à Jacques Rosière, qui témoigne des conditions difficiles des riziculteurs camarguais. Merci à François Veillerette et Louis Boutrin. Leur action face au scandale des pesticides aux Antilles françaises est exemplaire. Merci à Lydia et Claude Bourguignon. Ces agronomes œuvrent pour améliorer l'état des sols de notre planète. Merci à Mendra Dout, qui propose aux paysans de Pendjab une autre agriculture soucieuse des hommes et de l'environnement. Merci à Sylvie Brunel. Elle nous a démontré combien l'impact de l'agriculture industrielle sur la planète est alarmant. Merci à Sylvain Angeran et Birouté Kaldikas. Leur combat contre la déforestation et la protection des grands singes en Indonésie est remarquable. Merci à Dominique Chardon. Cet agriculteur résiste face à une agriculture qui se standardise. Merci à Daniel Villon. Cet exploitant agricole en AMAP nous montre une voie à suivre. Merci à Philippe Lacube, cet éleveur des Pyrénées qui a su conserver une forme d'élevage plus naturelle.